Les deux élèves de Yeumbeul Sud morts par noyade avant-hier à la plage de Gadaye. Jusque-là, les recherches n'ont rien donné. Elles se poursuivent. Au total, 9 cas de noyade ont été enregistrés en l'espace d'une semaine au niveau des plages de la banlieue de Dakar, informe le président de l'Association nationale des maîtres nageurs. Opération de déguerpissement entre Colobane et Grand Yoff. À Colobane, les victimes disent avoir été mises devant le fait accompli sans préavis, encore moins de sommation. À Grand Yoff, le maire se veut clair, pas de recasement, encore moins de politique d'accompagnement pour les victimes. Madiop Diop déclare que sa mairie n'en a pas les moyens. Affaire des 94 milliards de francs CFA, le rapport 2019 de l'OFNAC, publié suite à l'annonce du président Bassirou Diomaye Faye, confirme les accusations d'Ousmane Sonko. L'OFNAC soupçonne des faits de corruption présumée, de détournement de deniers publics, entre autres. Anna Rocha sera avec nous pour les actualités internationales, Malal Diagne Junior pour le sport et Mohamed Ali Mouba pour une lecture de la presse du jour. Point de vue, quelle suite donner à la publication des rapports des corps de contrôle? Débat autour de cette interrogation en fin de journal avec nos deux intervenants. Bienvenue à tous à la technique de ce journal Aliouba. Les recherches se poursuivent toujours pour retrouver les deux élèves de Yeumbeul Sud morts par noyade à la plage de Gadaye avant-hier. L'Association nationale des maîtres nageurs du Sénégal a encore envoyé une équipe sur place ce matin pour poursuivre les recherches. Son président révèle que 9 cas de noyade ont été enregistrés en l'espace d'une semaine sur les plages de la banlieue de Dakar. Ibrahim Fall interpelle les autorités sur la privatisation des plages à Dakar. Nous déplorons vraiment cette situation. Elle est vraiment catastrophique, je peux dire. Parce qu'on a pour le moment enregistré 9 décès par noyade. Parce que la semaine passée, donc, on avait eu 7 décès. Plus les deux, ça fait au total de 9 sur la même plage. Donc sur la même zone, quoi. C'est entre Malibou, Gadaye. La plage de Gadaye au niveau de Yeumbeul Nord. Voilà, donc nous déplorons vraiment cette situation. Et nous disons encore une fois aux autorités d'envoyer de la sécurité au niveau de ces plages-là, parce que nous avons commencé à travailler avec le ministre de l'Intérieur d'alors, donc M. Antoine Diome, voilà, donc pour voir comment faire pour reclasser les plages, parce que toutes ces plages trouvant sur la Grande Côte, donc c'est des plages classées interdites à la baignade. C'est pour cela donc nous avons dit au ministre, donc il faut qu'on s'organise donc d'une équipe de technique, donc pour descendre sur le terrain et reclasser ces plages-là, pour les tolérer et mettre en place des dispositifs sécuritaires. Parce que c'est des plages fréquentées par des milliers de jeunes, donc surtout au niveau de la banlieue, parce que les plages qui se trouvaient ici à Dakar, donc c'était des plages autorisées, mais également, donc c'est des plages privatisées, parce que bon, il y a peu de plages qui restent présentement, donc c'est pour cela que les jeunes sont obligés maintenant de se rabattre vers la Grande Côte, et que ces plages-là sont classées interdites. Donc je rappelle que aussi la sécurisation des plages est une compétence transférée, donc c'est les collectivités territoriales qui ont une façade maritime, qui doivent former des maîtres nageurs et de les recruter et de les envoyer sur le terrain. La plage est interdite, donc ils ne pourront pas le faire. Ibrahim Fall, le président de l'Association nationale des maîtres nageurs du Sénégal, midi, bientôt 4 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'opération de déguerpissement à Colobane, plusieurs commerçants mis devant le fait accompli sans préavis ni sommation. Ils ont été chassés des lieux. Ces derniers pointent un doigt accusateur sur la mairie. Un reportage de Nafissatou Silla à suivre donc avant la fin de ce journal. Et puis le préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, qui s'est prononcé également sur ces déguerpissements. Vous allez l'entendre lui aussi tout à l'heure avec Eladj Ndiogu Djen. Après Colobane, des opérations de déguerpissement ont eu lieu également à Grand Yoff. La mairie qui se veut claire après les échauffourées qui ont eu lieu. Pas de recasement, soutient l'édile de Grand Yoff, pas de recasement, encore moins de politique d'accompagnement pour les déguerpis. Madiop Diop, joint par Salimata Aou, déclare que sa commune n'en a pas les moyens. Nous l'écoutons. Non, c'est des opérations qu'on a démarrées depuis 2014. Nous sommes maintenant dans la continuité. Voilà, donc on a donné des sommations depuis début avril et on devait commencer le 13. On a finalement démarré le 17. Donc les gens disent que je suis derrière, mais je suis devant. C'est moi qui pilote les opérations. C'est une mission que les grands efforts m'ont confiée et je vais le faire correctement, conformément aux lois et règles. Avez-vous prévu un site de recasement pour ces marchands Non, je ne veux recaser personne parce que je n'ai donné aucune autorisation aux ambulants. Voilà, je ne les ai pas autorisés, donc
j'ai pas de lieu même pour les recaser. Mais ce qui est important pour nous, c'est de tout faire pour qu'on le travaille, mais en discutant, en dialoguant avec eux. D'accord. Voilà. Mais il y aura une politique d'accompagnement peut-être. Bon, non, il n'y aura pas de politique d'accompagnement. Voilà, c'était donc le maire de Grand Yoff, Madiop Diop. Et puis Foundiougne, dans la région de Fatick, les populations sont restées 72 heures sans eau. Situation intenable aggravée par la canicule à l'intérieur du pays. Une panne de l'une des machines de dessalement serait à l'origine. Le cri du cœur des populations dans cette correspondance signée Aminata Goudiaby. Oulaïsi, enseignante et mère de famille, habite au quartier Tcharakoulé de Foundiougne. Elle est à bout de nerfs. Il n'y a pas d'eau courante dans la ville depuis 3 jours. La situation est insoutenable avec la forte canicule qui sévit en ce moment. Nous sommes à 3 jours de manque d'eau. Je dis bien 3 jours dans la commune de Foundiougne. Et à cette période de canicule, tu n'es pas à mesure de te laver correctement. Et pour avoir de l'eau, les citernes sont là. Mais le problème qui se pose, est-ce qu'ils sont à mesure de ravitailler toute la population à temps normal? Parce que aussi la façon dont on ravitaille l'eau dans les citernes là aussi ça reste à désirer. Est-ce que la population a même le matériel adéquat, surtout en matière d'hygiène pour recueillir cette eau? Ça devient difficile et inquiétant. Dans cette commune, les populations ont vécu de nombreuses années de pénurie d'eau. La situation s'était améliorée, mais avec ces nouveaux désagréments, le traumatisme s'est déjà installé dans beaucoup de ménages de la ville. Selbe Diouf est première adjointe au maire de la ville de Foundiougne. On a renoué avec vraiment les peines d'antan qu'on avait commencé déjà à oublier il y a 2 heures de cela. Voilà, depuis 72 heures, Foundiougne a des problèmes d'eau, le Toïboui a commencé, les citernes sont là. C'est vraiment dommage, mais c'est ça. Une panne de l'usine de dessalement de l'eau mise en service depuis près de 2 ans est à l'origine de ce manque d'eau. C'est du moins l'explication que les populations ont reçue. Mais l'explication qu'on nous a donnée est que une des machines du forage est en panne. Il paraît que les techniciens sont là-bas pour chercher la panne, mais jusqu'à quand, nous ne savons pas. J'ai demandé au maire par rapport à l'origine de cette panne. J'ai demandé si ce sont les pompes, le filtre ou autre chose. Mais en fait, on m'a dit que c'est une panne technique. Voilà, tout ce que j'ai eu comme information. Certaines sources officielles contactées soutiennent que des techniciens travaillent ardemment à l'usine de dessalement pour soulager les habitants de Foundiougne. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Coupe abusive du bois, le phénomène est devenu inquiétant dans la commune de Dialakoto, c'est dans le département de Tambacounda. Les populations sont même montées au créneau face à l'ampleur de la déforestation. Elles demandent à l'État de faire preuve de rigueur dans cette lutte contre la coupe illicite du bois, surtout dans le sud du pays. Papousseinou Diallo. Les populations de la commune de Dialakoto dans le département de Tambacounda dénoncent une situation alarmante due à la coupe abusive de bois dans la zone. Abdoulaye Kanté est leur porte-parole. Depuis quelques années, nos forêts sont en train d'être dévastées. Une agression terrible est en train d'être faite contre nos forêts, que ce soit les forêts classées et nos forêts communautaires. Des gens viennent de partout avec des engins et terrassent nos arbres, que ce soit les Cordula pinnata, les veines et d'autres arbres. Donc avec une agression terrible. C'est pourquoi les populations de Dialakoto se sont organisées pour dire halte à cette déforestation. Il y a une catastrophe écologique qui se passe dans cette zone. Les gens se sont bien organisés pour venir agresser cette forêt. Les populations ont crié partout, on ne voit pas de solution. Très éprouvées par ce fléau qu'elles considèrent comme un massacre environnemental, les populations disent stop à l'octroi des permis de coupe. Abdoulaye Kanté. Nous disons d'abord d'arrêter toute autorisation de coupe. Face à l'ampleur de la déforestation, les populations invitent l'État du Sénégal à plus de rigueur dans la sécurisation de leur environnement. Tambacounda, Pape Ousseinou Diallo, Radio Futur Média. RFM 94.0, la radio en puissance. Et nous reparlons de cette opération de déguerpissement à Koloban. Plusieurs commerçants mis devant le fait accompli sans préavis ni sommation. Ils ont été chassés des lieux. Ces derniers pointent un doigt accusateur sur la mairie. Reportage Nafisa Toussila. C'est avec une toute petite voix que le vieux Moudungom, la soixantaine, exprime son désarroi. Mais devant le fait accompli, il tente de récupérer le reste de sa marchandise, des tenues de travail provenant de la friperie. Il est aidé par son neveu. On a pu sauver quelques articles et je ne sais pas où les mettre. On ne nous a même pas avertis. On a beaucoup investi ici et on a tout perdu. Vous voyez, on n'a pas où mettre nos bagages et c'est tout. Une journée perdue, voire des jours, c'est le constat de Talabey. Le vieux monsieur vendait des ceintures, de la friperie aussi. Vous travaillez pendant toute une année et puis on vient un beau jour pour tout vous cacher.
c'est pratiquement tuer une personne. Depuis des années, on est là. On n'a pas le choix que de mettre nos bagages dans d'autres places. Un autre impacté, Gorandiaï. Il s'offusque de la démarche. Il avait sa cantine juste au rond-point de Koloban. Il accuse la mairie et interpelle l'État. Ce n'est pas l'État, c'est la mairie qui a initié cela. L'État n'a pas le temps d'organiser cette opération et nous lui lançons un appel pour une aide. Pour l'heure, les commerçants établis à hauteur du rond-point de Koloban sont laissés à eux-mêmes et ils souhaiteraient un soutien au moins pour les aider à redémarrer leurs activités, peu importe le lieu. Le sous-préfet de Dakar Plateau qui précise que c'est lui-même qui a ordonné donc ces opérations de désencombrement. Il souligne que les commerçants ont bien reçu des sommations. L'ordre public n'est pas du tout négociable, annonce Djibi Diallo au téléphone avec Eladji Ndiogoudienne. Ils ont eu 4 sommations. La première sommation a été effectivement remise par effectivement la police de Médina, dont les détails sont répartis. Ensuite, vous avez vu même hier, ils ont effectivement essayé de dire que, envoyer des vidéos, partager des vidéos pour dire qu'ils ont été sommés de quitter. Alors, ils ne doivent pas quitter. Bon, écoutez, nous, on n'a pas de problème avec les commerçants, on n'a pas de problème avec les marchands ambulants. Il est évident que maintenant, s'il s'agit d'une question de sécurité, s'il s'agit d'une question effectivement de sûreté, s'il s'agit d'une question de salubrité, je dis que ces questions ne sont pas négociables. L'ordre public ne peut pas être négocié sur la base d'insécurité, d'insalubrité et vraiment des problèmes de sûreté. Donc, il faut que dans ces situations-là, qu'on puisse savoir que le cadre de vie que nous essayons d'améliorer, nous le faisons avant tout pour eux-mêmes. Eux qui passent toute la journée à mettre les étals sur la voie publique, ils sont les premiers à être en danger. Et si nous venons aujourd'hui pour régler cette situation, eux, ils doivent vraiment les saluer. Imaginez-vous, une station d'essence qui a ses cuves à l'extrémité de son mur. Au berceau du mur, on érige là-bas un parc Lambaye. Imaginez-vous, si ce parc Lambaye prenait feu, que deviendrait effectivement, quels seront les dégâts? Il faut que les gens soient conscients de cela. Donc, on n'a pas de problème avec eux. Les questions de sommation, ils ont toutes été sommés. Mais je rappelle encore que la sommation, on la donne à quelqu'un qui a été installé à titre précaire et révocable. Mais celui qui vient s'installer délibérément dans un site qui appartient à la collectivité de Lébou, si la collectivité de Lébou aujourd'hui veut prendre possession de son site, le problème ne doit pas se poser. RFM, la radio de toute l'actualité. Et puis ce rebondissement dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA, l'OFNAC, dans son rapport 2019, publié il y a quelques jours, confirme les accusations d'Ousmane Sonko. L'OFNAC qui soupçonne des faits de corruption, présomption de détournement de deniers publics. En son temps, la commission d'enquête parlementaire avait blanchi Mamour Diallo, l'ancien directeur des domaines. Le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar dégage en touche. Selon Abdou Mbow, les nouvelles autorités sont plutôt dans les effets d'annonce. Nous l'écoutons. Encore une fois de plus, moi je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à telle faute de gestion parce que je ne suis ni procureur ni quelqu'un qui a géré quelque budget que ce soit. Encore une fois, s'il y a des fautes de gestion, il faut les dénoncer. S'il y a des poursuites, il faut les faire. Mais de grâce qu'ils se mettent au travail. Oui. Une enquête parlementaire a été faite. Les rapports ont été déposés. Ça, c'est le travail parlementaire. Maintenant, s'il y a un autre travail sur le plan de la justice, on n'a qu'à faire ce travail-là. Je pense qu'ils doivent se mettre au travail, c'est mieux. Parce que le Sénégal a besoin quand même d'un régime qui travaille. Le Sénégal a besoin de travailleurs, mais vraiment on a trop parlé avec ces rapports, publications, des débats, à n'en plus finir. Je pense quand même il faut qu'ils travaillent à régler le problème déjà du budget dont on parle, et je pense qu'on en reviendra par rapport aux prévisions, parce que il y a eu des informations qui sont sorties hier. Pour le reste, on attendra quand même qu'ils soient quand même en action pour pouvoir les juger. Je pense qu'il faut qu'ils se mettent au travail, c'est mieux. Voilà, c'était donc Abdou Mbow, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, sur ce rebondissement dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Et nous parlons de la revue annuelle conjointe du secteur de l'éducation et de la formation à Louga. Plusieurs problèmes qui entravent l'éducation des enfants ont été notés, situation qui augmente le taux de déperdition scolaire dans la région. Pendaba, Madame Wan, Lia de Louga au micro de Nafissatou Ndiaye.
Le taux de préscolarisation, le nombre d'enfants qui intègrent les écoles maternelles est très faible. Le nombre d'enfants qui intègrent l'élémentaire est très faible. Le nombre d'enfants qui intègrent les collèges est très faible. Pareil pour le lycée. Et nous voulons que les parents inscrivent les enfants à l'école, les encadrent, les accompagnent pour qu'ils restent à l'école et qu'ils réussissent à l'école. Et nous sommes en train de voir comment trouver des solutions à ce problème-là, qui range Louga parmi les 5 académies les moins scolarisées du Sénégal. Et nous savons que l'aspect migratoire a un rôle important. L'appel des champs également a un rôle important dans ces départs d'élèves. Nous avons un ratio enseignant qui est faible. Le nombre d'inspecteurs est très minime. Et à ce niveau-là, si le ratio est faible, forcément le niveau d'encadrement également est faible. Et quel appel lancez-vous aux parents? Il faut qu'ils pensent à déclarer les enfants, mais surtout qu'ils ne changent pas l'acte de naissance à mi-parcours, surtout au cours de la scolarisation. Ça peut empêcher les enfants de faire le bac. Parce que vous savez que c'est avec l'acte de naissance qu'on a présenté en 6e, en faisant le CFE et l'entrée en 6e. C'est celui-là qui est bon, qui leur permet de faire le bac. Et si ça a été changé entre-temps, l'enfant a des grandes difficultés pour faire le bac. Pendaba Madame Wana, l'IA de Louga au micro de Nafissatou Ndiaye. Commune de Lambaye, le poste de santé dispose désormais d'une ambulance médicalisée. Un don de la jeunesse amicale de Mekhe Lambaye qui s'engage ainsi dans la lutte contre les décès liés aux évacuations des malades dans la zone. En marge de la cérémonie de remise de l'ambulance, l'association a sollicité l'État pour le bitumage de la route qui relie la localité à la route nationale numéro 3. Babacar Diouf. La jeunesse amicale de Mekhe Lambaye ne veut plus de pertes en vies humaines, faute d'ambulance dans la localité. Actuellement, en 2024, nous, on a apporté notre pierre à l'édifice face à toutes les situations vraiment difficiles que le poste est en train de se confronter. Déjà, parfois, il y a des difficultés d'évacuation des patients et ce qui a vraiment causé parfois des cas de décès, surtout du côté des femmes, des fois qui sont enceintes. Maudou Diouf et ses amis invitent l'autorité centrale à bitumer les axes qui relient la localité à la route nationale numéro 3. Surtout le nouveau président qui vient de s'installer, le président Bassirou Diomaye Faye, parce que les routes actuellement ne sont pas praticables. Surtout l'axe Nangalma, Lambaye, Baba Garage. De même que l'axe Bambay-Ngogom, Lambaye. Donc vraiment, nous lançons un appel solennel à l'encontre des autorités pour qu'elles vraiment puissent nous aider et que les routes soient praticables pour que aussi le poste et l'infirmière qui est là aujourd'hui puissent vraiment évacuer ces patients dans les meilleures conditions. Lors de la remise des clés de l'ambulance, les jeunes ont exprimé d'autres vœux pour le développement de leur localité. Bombay. RFM Babacar Diouf. Babacar Diouf, merci. Et puis nous en venons maintenant au groupe Futur Média qui rend hommage à tous ses défunts collaborateurs. Cérémonie de récital du Saint-Coran ce matin dans les locaux de la RFM pour le repos de leur âme. Oumou Kalsoumli. Une cérémonie de récital de Coran pour prier pour les défunts confrères, l'initiative et des agents du groupe Futur Média, une action menée pour leur rendre hommage. Seydou Nourouba fait partie des organisateurs. Je me réjouis de cette initiative prise, d'abord il faut le dire, par Maldan Junior qui m'a trouvé un jour sur le balcon. J'étais un peu pensif. Tu sais, le décès de Ndata Diop nous a tous choqués, même si on n'avait pas le choix que de se remettre à Dieu. Et m'a dit, Seydou, tu ne penses pas qu'on devrait démarrer une initiative? Alors je lui ai dit, mais laquelle? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à prier pour nos morts? Il est vrai que Ndata Diop est parti, il n'y a pas que lui, il y a Vincent. Donc, ça c'est une très bonne initiative. Et Dieu a fait que nous l'avons réussi aujourd'hui et espérons que cette initiative sera pérennisée. Astou Sarr, l'épouse du journaliste El Hadj Ndata Diop, qui nous a quittés il y a 2 ans, a tenu à être présente. Elle magnifie ce geste. C'est une très belle initiative. Je remercie vraiment le groupe Futur Média, que les prières soient exaucées. Je remercie tout le monde et souhaite que cet acte soit pérennisé vraiment. Oustaz Mortiam, prêcheur à la radio Futur Média, se réjouit de cette initiative. C'est une très bonne initiative. Je pense qu'il faut la perpétuer, prier pour le repos de l'âme des disparus, des défunts. L'initiative des travailleurs du groupe Futur Média est à saluer. Il faut continuer comme ça. C'est une occasion offerte aussi pour prier tous nos défunts, tous nos morts, pour saluer ce geste. Des prières pour l'ensemble des travailleurs du groupe Futur Média qui nous ont quittés très tôt, une initiative que le personnel souhaite pérenniser. Hommage ce matin donc à nos défunts collaborateurs et donc que leur âme repose en paix. Midi 19 minutes. RFM. L'actualité internationale. Bien
Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Barthélémy Ngom. Au Mali, l'opposition hausse le ton après la dissolution de l'appel du 20 février. Le président du Parti social-démocrate africain dénonce la répression exercée par la junte au pouvoir. La coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali réclame l'organisation d'élections ainsi qu'un retour à l'ordre constitutionnel. Salimata Ao. Nous n'avons pas été surpris par cette énième dissolution parce que la junte illégale, illégitime dirigée par le colonel Assimi Goïta est incapable de s'atteler aux priorités des Maliens. Une annonce du patron du Parti social-démocrate africain. Réuni en conseil des ministres, le gouvernement malien a prononcé le 17 avril la dissolution de la coordination des organisations de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali, une plateforme fortement opposée aux autorités de transition. Le ministère de l'administration territoriale qui porte cette décision considère que cette structure s'illustre de façon permanente avec des agissements ostentatoires de nature à troubler l'ordre public et qui portent atteinte à la souveraineté de l'État et à l'unité nationale. L'appel du 20 février réclame depuis sa mise en place l'organisation d'élections et un retour à un ordre constitutionnel normal. Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain, fustige cette nouvelle restriction des libertés. Il estime que c'est plus facile pour eux de bâillonner la dissidence, d'aller vers la pensée unique et de ne pas donner libre expression à ceux qui pensent autrement que. Donc dissoudre tant la synergie et ensuite l'appel du 20 février, c'était dans la chronologie des faits. Salimata Ao. Au Kenya, Anna Rocha, le chef des armées et 9 autres responsables militaires ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère. L'accident a eu lieu aux environs de 11h, temps universel, dans une région reculée de l'ouest du pays, à 400 km de la capitale Nairobi. Le président kényan, William Ruto, annonce 3 jours de deuil national à partir de ce vendredi. Awambaye. Je suis profondément attristé d'annoncer le décès du général Francis Ogola, chef des forces de défense kenyanes. Fin de citation, c'est ce qu'a déclaré le président William Ruto à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité qu'il avait convoqué en urgence. 11 autres militaires se trouvaient à bord de l'hélicoptère. 9 d'entre eux sont également décédés dans le crash et 2 ont survécu. Tous ces responsables militaires étaient en visite dans la région de Sindar pour rendre visite aux troupes déployées dans le Rift Nord dans le cadre d'une opération qui vise à mettre fin à la criminalité. L'accident a eu lieu alors qu'ils partaient inspecter les travaux de construction d'un centre de formation de recrues dans un comté voisin. L'appareil s'est écrasé peu après le décollage. L'armée de l'air a dépêché une équipe d'enquêteurs pour établir les causes de l'accident. Selon des médias kenyans, c'est le 5e accident d'hélicoptère militaire en 1 an. Les appareils sont souvent vieux et mal entretenu. Le conflit entre l'Iran et l'Israël à Narocha, l'armée iranienne annonce avoir abattu des drones sur son territoire. 3 explosions ont eu lieu aujourd'hui près d'une base militaire. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes a dit que plusieurs objets dits volants ont été abattus, sans dire qu'il s'agissait de drones et sans mentionner Israël. Selon le journal Le Monde, le gouvernement israélien n'a pas encore réagi, mais un haut responsable américain cité par des médias a reconnu qu'Israël avait prévenu d'une possible riposte. Il y a quelques minutes, le ministre des Affaires étrangères italien a déclaré que les États-Unis ont informé lors d'une rencontre les ministres des Affaires étrangères du G7 qu'ils avaient reçu des informations de dernière minute de la part d'Israël concernant l'attaque en Iran. Merci beaucoup, Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, quelle suite donner à la publication des rapports des corps de contrôle? Débat avec nos 2 intervenants tout à l'heure. Eliman Khan, le président de l'ex-Africa, et Abdoul Aziz Diop, ancien membre du bureau exécutif du Forum civil. RFM Sport.
Le monsieur sport de ce midi, Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. On commence par le tirage au sort de la Coupe du Sénégal. La Coupe du Sénégal avec les 16e de finale, le tirage au sort a eu lieu ce matin avec ces rencontres, des chocs entre les équipes de Ligue 1 avec cette affiche qui va opposer l'équipe du Casa Sport à Génération Foot pour les 16e de finale. À noter également l'équipe de Pikine qui joue contre le Stade de Mbour, Teungueth FC contre l'équipe de Bombay, le Jaraaf de Dakar va jouer contre Ayou des Engrais, je crois. La Jeanne d'Arc de Dakar contre Africa Foot. Plusieurs autres rencontres sont prévues. Le responsable de la fédération qui a supervisé le tirage au sort de ces 16e de finale, monsieur Abdoulaye Cissé, s'est prononcé après ce tirage au sort sur les nouvelles règles de cette Coupe du Sénégal, mais également sur les affiches à venir et les dates au micro de Moustapha Fall. Depuis quelques années, nous sommes en train d'innover avec la Coupe du Sénégal. Et nous appelons vraiment la collaboration de tout le monde, des différents intervenants de la fédération, mais également des journalistes que vous êtes, du service, de tous ceux qui collaborent pour cette Coupe du Sénégal. Et l'autre commentaire à faire, c'est que comme vous l'avez vu, il y a eu des chocs durant ce tirage. Des équipes de même division qui se rencontrent, mais également des équipes qui font des déplacements un peu lointains. Donc c'est vraiment ce qui est sorti de ce tirage des 32e de finale. C'est le règlement qui est sorti depuis l'année dernière qui dit que désormais la Coupe du Sénégal se joue sur terrain gazonné, quel que soit le niveau. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes vraiment dans des normes standards. Le football est une industrie. Quiconque veut participer au football doit s'adapter à ces normes. Les matchs auront lieu pour les seniors entre le 22, le 23 et le 24. Pour les juniors, c'est beaucoup plus élastique, c'est dit 23 ou 28. Et puis Malal, nous parlons des demi-finales de la Ligue des champions en Afrique qui se joue ce week-end. Avec ses affiches, le tout-puissant Mazembe contre Al-Ahli de l'Égypte, Espérance de Tunis jouera contre les Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. On poursuit. Oui, avec les membres de l'équipe nationale des amputés qui demandent l'assistance du ministère des Sports. Ils vont participer à la prochaine Coupe d'Afrique de cette compétition prévue du 17 au 28 mai prochain au Caire en Égypte. Mais pour l'instant, les membres de cette équipe nationale des amputés du Sénégal n'ont toujours pas reçu le soutien de l'État, d'où l'appel de leur capitaine. Et là, Mamadou Baroba au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous avons des difficultés. Nous profitons pour lancer appel aux autorités, à toute la nation, au gouvernement et tout, toute la nation sénégalaise quoi, en quelque sorte. Voilà, pour nous soutenir à aller, parce que vraiment les temps sont durs et vraiment nous n'avons pas encore qu'il est debout. Les moyens. Surtout, c'est comme ça. Et là, c'est quoi votre objectif? C'est d'aller à la Coupe d'Afrique? C'est d'aller à la Coupe d'Afrique. Et c'est encore la qualification en même temps pour la Coupe du Monde. Et du basket, pas Mohamed, mais Malal Diagne Junior, suite et fin de la 10e journée du championnat chez les filles. Au programme ce samedi, la Jeanne d'Arc de Dakar contre Flying Star, Bob contre l'équipe de CMT Ziguinchor, Asfo Duc, US Rail contre Saint-Louis Basket, Mbour jouera contre l'équipe de l'AS Ville de Dakar chez les hommes, UGB contre Guédiawaye Basket, Sibac contre l'AS Ville de Dakar, Asfa contre Louga Basket, la Jeanne d'Arc fera face à l'équipe de Mermoz. Nous nous intéressons au basket toujours avec la programmation et les matchs qui s'enchaînent pour l'équipe du Duc. Sodetiam s'est entretenu avec des spécialistes de la programmation au niveau de la fédération de la Ligue, mais également avec les principaux concernés, joueurs et entraîneurs. Tous se sont prononcés sur cette cadence infernale imposée ces derniers jours. Nous l'écoutons. Représentante du Sénégal pour la BAL, l'AS Douanes enchaîne les matchs en championnat. Une manière pour la Fédération sénégalaise de basket de permettre aux Gablots de démarrer leur préparation en vue de la BAL sans pression, souligne le chargé de la programmation, Lamine Djahate. Bon, c'est pour cela qu'on a cherché à lui faire jouer des matchs avancés pour qu'au moins si on démarre le championnat, que la Douane ne soit pas en retard par rapport à ces matchs-là. Il paraîtrait que durant la balle, que nous ne pourrons pas effectivement faire jouer des matchs de championnat. Voilà, pour qu'elle puisse se préparer et puis que nous aussi, que nous aidions vraiment à mieux se préparer en lui faisant faire jouer plus de matchs pour qu'elle soit très en jambes durant le match, les compétitions de la balle. Cette situation arrange bien les joueurs de l'AS Douanes selon
Mamadou Lamine Diop, qui va participer à sa 3e saison de BL avec les Gablots. Non seulement ça va nous permettre, aux joueurs de pouvoir jouer avec sans aucune pression, parce que si on ne joue pas tous les matchs à temps, après on risque de revenir et on va encore nous forcer les matchs. Mais là, vu la programmation de la fédération, ça nous arrange, ça va nous permettre de mieux préparer notre balle sans aucune pression. Tout en sachant que déjà on est qualifié pour les playoffs, on joue nos matchs sans aucune pression. Toutefois, l'ailier de l'AS Douanes pense que leur équipe pourrait commencer la préparation un peu plus tôt. Normalement, on devait commencer nos préparations pendant plus de 2 mois. Toutes les grandes équipes ont fait comme ça. Mais bon, je ne sais pas pourquoi on a occasionné ce retard, mais on aurait préféré commencer les mouvements beaucoup plus tôt. Mais bon, ce n'est pas de notre faute aussi. Les joueurs qu'on a recrutés qui sont à l'extérieur, d'habitude, il y en a qui ne peuvent venir qu'au niveau du 27 avril. En attendant, l'AS Douanes, jusqu'ici invaincu en championnat, va jouer ce dimanche et ce sera contre Bop. Et pour corriger et finir cette page des sports, Barthélémy a noté qu'au niveau de la Coupe du Sénégal, les 16e de finale, le Djaraf va jouer contre une équipe de Matam, c'est Ayo de Agnam, de la commune de Agnam, dont Farbangom, député, et le maire. Voilà. Merci, Maladia Junior, 12h30. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. Et la presse de ce vendredi, parcourue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. À la une, la reddition des comptes, le grand déballage, oui, l'heure est à la publication des rapports d'études des corps de contrôle de l'État du Sénégal. Et les cafards commencent donc à sortir notre lasse. C'est que l'OFNAC a livré sa première commande, énonce textuellement Réumi Quotidien, lequel confrère note que l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a rendu public ce jeudi une série de rapports dans lesquels plusieurs personnalités ont été épinglées. Un inspecteur des impôts et domaines dans le viseur, qu'il est taxé d'être un milliardaire, un maire de Bénou et un colonel, tous dans la sauce de l'OFNAC. Affaire des 94 milliards, Mamour Diallo épinglé aussi, connexion mafieuse entre le maire de Mbour, le conseil départemental et Auchan, Diopsi, Ryan Hachem trempé dans le scandale Covid-19. Sur ça, fait focus sur l'affaire des 94 milliards et constate que c'est un génocide financier qui a été opéré. Le témoin en conclut que l'OFNAC a donné raison à Ousmane Sonko, conséquence Mamour Diallo dans le viseur de la justice. Libé sur les traces d'un scandale financier à l'université Amadou Matarmbo, un deal de près de 31 milliards. Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, très enthousiaste, confie à Vox Populi que le président est en train de réconcilier les Sénégalais avec les obligations de redevabilité et la reddition des comptes. Ce sera un chemin parsemé d'embûches, mais c'est la voie à suivre, la voie qui mène vers la transparence et la bonne gouvernance. Dans le même journal, Babacar Diop, le maire de Thiès, soutient qu'aucun compromis n'est possible sur cet impératif de bonne gouvernance. Le Bloc national des démocrates alerte sur la dangereuse règle de la vengeance des vainqueurs sur les vaincus qui est en train de prendre forme. Mais le journal Tribune note qu'au sujet de la publication des rapports des 5 dernières années, Diomaye réclame à l'OFNAC des rapports déjà publiés. Le confrère écrit que sur les 5 rapports visés par le chef de l'État, seuls ceux de 2022 et 2023 n'ont pas encore été publiés. Le journal L'Observateur fait focus sur l'IGE, l'OFNAC, la Cour des comptes et fait une alerte sur la publication des rapports. Le confrère note que les destinataires des rapports de l'IGE, c'est prévu par la loi et le public n'était pas mentionné. L'OFNAC se prononce sur des soupçons de corruption pouvant être ou pas fondés. Le journal L'Observateur a donné la parole à Mignan Diouf au sujet du contrat d'affaires manche de la SONES Seno et les révélations du lanceur d'alerte Suez à travers sa filiale Seno nous avait dit être à des pertes cumulées de 17 milliards sur les 3 ans de gestion. Eh bien, il affirme être déterminé à soutenir l'État pour clarifier toutes les questions qu'on avait jugées nébuleuses sur cette affaire. À la une du journal Le Soleil, Sénégal-Mauritanie, les liens consolidés. Le journal note qu'en visite hier à Nouakchott, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye et son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont planché sur les grands dossiers qui lient les deux États. Ahmed Ould Ahmedou, ambassadeur de Mauritanie à Dakar, s'est épanché sur la visite du président Bassirou Diomaye Faye. Il dit que cette visite donnera une impulsion certaine aux relations déjà solides entre le Sénégal et la Mauritanie. Et puis ce déguerpissement, Parcam ajoute la cité criminogène de Colobane rasée. Le journal note que c'était un repère d'agresseurs abritant 300 étrangers, majoritairement des femmes et des mendiants. Eh bien, tout a été débarrassé.
L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Nous en venons maintenant au dernier point de ce journal. Ces points de vue, quelle suite donner à la publication des rapports des corps de contrôle de l'État? Débat avec nos deux intervenants. Pour le moment, nous n'avons qu'en ligne Eliman Khan. Monsieur Khan, bonjour. Bonjour Barthélémy. Vous êtes le président de l'ex-Africa. D'abord, comment vous appréciez un peu cette décision du chef de l'État de faire publier les rapports des corps de contrôle de l'État ces 5 dernières années? Oui, moi je pense que ce que le chef d'État a dit, c'est juste un rappel. C'est un rappel qui, pour une régularisation d'une situation qui n'est pas normale. C'est-à-dire que c'est la loi qui demande, qui exige que soient publiés les rapports, certains rapports, pas tous bien sûr, mais certains rapports, au moins les rapports annuels de ces organes de contrôle et qui doivent être remis au chef de l'État et publiés. Et je pense que le président constate, comme nous l'avons décrit depuis un certain temps, donc une action qui ne se justifie pas de la part des corps de contrôle qui doivent quand même aux Sénégalais donc de leur donner l'information concernant le travail qu'ils ont fait, et un travail qu'ils font bien quand même. Et donc je pense qu'on a besoin, pour que la redevabilité soit efficace dans ce pays, que les citoyens soient aussi informés du contenu de ces rapports, des recommandations qui sont faites pour améliorer davantage les conditions de gouvernance vertueuse des affaires publiques dans ce pays, mais également pouvoir suivre tout simplement sur les cas de fossoyeurs qui sont remarqués par ces rapports-là, pour que débusquer la malgouvernance, les faits de corruption présumés, entre autres. Oui, c'est seulement ça. C'est le combat d'ailleurs de la société civile, tout en sachant que l'ex-Africa est une organisation membre de la société civile, justement. Oui, on peut le dire ainsi. Nous sommes un think tank qui réfléchissons et travaillons sur ces questions de gouvernance de façon générale, et donc qui travaillons aussi avec les citoyens pour relayer la connaissance et le savoir et les informations qui existent dans le domaine. Donc ça nous préoccupe au premier chef, parce que nous suivons au quotidien. Et donc ce que le président dit, pour moi, c'est même le succès d'un plaidoyer qui a été fait par plusieurs organisations de la société civile. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut renforcer cette sortie du président et puis suivre ça pour son exécution effective. D'accord. Voilà. D'accord. On va justement venir sur cette exécution définitive. Alors, nous sommes Abdoul Aziz Diop nous a rejoint. Bonjour, Monsieur Diop. Bonjour Barthélémy. Merci. Ancien membre du bureau exécutif du Forum civil. Le Forum civil qui a, au nom de la bonne gouvernance, a toujours demandé la publication des rapports des corps de contrôle. C'est fait. Vous êtes satisfait, j'imagine, à l'image de l'ex-Africa? Oui, je voudrais d'abord saluer mon frère Eliman, qui fut aussi ancien directeur exécutif du Forum civil. Et nous avions travaillé sur ces questions depuis plus d'une dizaine d'années. Et vous vous retrouvez à l'antenne? Absolument. Nous avons fait de Mohamed Bouda, qui nous rendons un hommage posthume. Et saluer aussi le travail, le LEC, qui est bien assuré par notre frère Birahim Seck et tous les membres du Forum civil pour ces principes de bonne gouvernance. Je pense que moi, je me suis dit que c'est tout à fait normal. La reddition des comptes dans un état normal, vraiment c'est une question, je ne dis pas ordinaire, mais ça devait être même quelque chose d'automatique, la publication des contrats. Maintenant, le problème qui se pose, nous saluons cette volonté affichée encore du nouveau président de la République, son Excellence. Allô? Allô? Oui, allez-y, on a quelques soucis avec le réseau, mais allez-y, vous pouvez poursuivre. Oui, allô, on vous entend bien, M. Diop. Voilà, je disais que nous saluons vraiment cette volonté affichée du nouveau régime avec sous l'ère de son Excellence président Bassirou Diomaye Faye. Mais rappelez aussi que, je vous rappelle, en 2012, le premier discours du président de la République d'alors, sortant, on disait que l'OFNAC c'est pour nous, la CREI c'est pour les autres,
ensuite je ne protégerai personne. Je pense que c'est bien, les premiers discours, toujours il y a l'euphorie. Mais nous attendons de voir. Mais moi, au-delà de la publication de ces différents rapports, je pense qu'il faudrait aller vers plus même. Au-delà de l'obligation de transmission de ces rapports à l'autorité, au-delà de l'obligation de la publication pour le grand public, il faut aller vers une obligation de poursuite, tout en respectant la présomption d'innocence. Et laisser la justice faire son travail. Que ces rapports, parce qu'il faudrait le rappeler, ces corps de contrôle... Est-ce que cette reddition des comptes ne risque pas d'être une porte ouverte vers une chasse aux sorciers? Non, on parle de reddition de comptes, pas de règlement de compte, pas de chasse aux sorciers. Là aussi, il faudrait faire très attention. Oui, parce que là, parfois nous avons un état politique, parfois ça peut amener à ça. Mais là, c'est ça le rôle de la société civile, vraiment d'abord de garder son équidistance, mais aussi d'accompagner tout ce processus pour que ça ne soit pas un règlement de compte, une chasse aux sorcières, ou bien une justice à plusieurs vitesses ou à double vitesse. Parce que nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que l'impunité soit bannie. Donc je disais qu'il faut passer d'une obligation de transmission ou de publication à une obligation de poursuite tout en respectant la présomption d'innocence. Mais mieux aussi, je pense qu'il faudrait qu'on aille vers un système de sanctions au double sens. Sanctions positives pour les bons modèles, sanctions négatives pour les mauvais modèles. Parce que à la une des journaux, on a l'impression que dans ce pays, ah oui, parce qu'à l'école, les bons élèves, on les encourage. Alors que moi, je vous dis, même si nous sommes dans un océan de vicieux, il y a un lot de vertueux. Il faudrait vraiment faire émerger ces très bons modèles de bonne gouvernance, parce que ces rapports d'audit, ces rapports aussi, sont faits par des commis de l'État, de grands commis de l'État très émérites, à qui il faut rendre hommage, que ce soit l'IGE, la Cour des comptes, l'OFNAC, la CENTIF, c'est des corps de contrôle, mais souvent c'est des corps de contrôle qui étaient sous le contrôle de l'exécutif. Ils faisaient un travail extraordinaire, mais la suite maintenant, c'était une suite politique. Donc des décisions politiques à des suites judiciaires, cela pose problème. Donc je pense qu'il faudrait vraiment encourager cette dynamique, mais aussi garder une euphorie quand même, tempérer un peu les ardeurs des uns et des autres. Par rapport même aux lanceurs d'alerte, moi aussi j'ai des réserves. D'accord. On va revenir justement sur ce phénomène des lanceurs d'alerte. On a vu qu'en Conseil des ministres, le président de la République a demandé au garde des Sceaux de finaliser au plus tard le 15 mai prochain le projet de loi sur la portant protection des lanceurs d'alerte justement. Alors, Monsieur Diop, je reviens à vous tout à l'heure. Eliman Khan, au nom de la reddition des comptes, certains doutent ou pensent déjà à une chasse aux sorcières. Est-ce que on ne risque pas d'aboutir réellement à ça? Oui, permettez-moi aussi de me réjouir de partager cette antenne avec Abdelaziz Diop, mon frère, ami et compagnon de lutte de trop longtemps, comme il l'a rappelé. Et j'apprécie son approche très pédagogique. Je pense qu'il ne faut pas oublier la finalité de tout ceci. La finalité de tout ceci, c'est d'arriver à un état de droit où la bonne gouvernance est érigée parmi les principes et règles majeures et qu'il y a une efficacité de l'action publique à travers une utilisation très rationnelle et efficiente des ressources que nous avons pour régler les problèmes des Sénégalais. Et c'est effectivement dans cela que la réduction des comptes est importante, mais ça ne doit pas être un débat installé en polémique, installé en haine entre les Sénégalais, mais il faut juste se baser sur la loi, ce que dit la loi. Et pour arriver à cela, et notre loi est assez claire, et je pense que la réduction des comptes est inéluctable. Personne ne doit s'échapper à cela. Oui. Parce que l'argent, le denier public, il est sacré. Même un franc que tu dépenses qui vient de l'argent public, il faut le faire avec minutie, avec sérieux, sérénité. Mais est-ce que cela ne risque pas de faire perdre beaucoup de temps au nouveau régime? On l'a vu avec le président sortant, le président Macky Sall, avec sa traque des biens mal acquis. Non, c'est pour ça 2-3 ans C'est pour ça qu'il faut éviter les effets d'annonce. Le président de la République, c'est bien un peu de dire ça pour montrer sa volonté et également renforcer les organes de contrôle qui font leur travail. Mais en même temps, il leur demande de continuer à bien le faire et de ne pas hésiter à aller jusqu'au bout de ce que la loi leur dit. La loi leur dit de publier, il doit publier, il ne doit pas attendre pour ne pas publier. Mais ce qu'il faut, c'est que je pense que le reste du travail doit se faire en douceur, dans la sérénité, dans la discrétion, dans le respect de la dignité des uns et des autres, mais avec fermeté et rigueur,
pour que l'argent public soit préservé et ne soit pas dilapidé ni encore détourné à d'autres fins qui ne sont des fins donc publics. Voilà, et là vous voyez peut-être une place pour les lanceurs d'alerte. Oui, ils ont un rôle à jouer, mais là aussi je partage les mêmes inquiétudes qu'Abdelaziz. Je l'ai déjà énoncé depuis que j'ai entendu ça. Je pense qu'il faut faire attention à y aller mollo par rapport à cette loi-là. Il ne faut pas aller directement vers une loi uniquement sur les lanceurs d'alerte. Même si je sais, parce que j'ai participé à des travaux d'organisation de la société civile qui ont travaillé à même préparer des textes qui pourraient être de bons projets de loi ou de bonnes propositions de loi. Mais il faut, je pense, remettre tout ceci sur la table. Le président de la République doit identifier les bons acteurs qui travaillent sérieusement sur ces questions-là, avoir des séances de travail, des ateliers rigoureux avec tous les spécialistes nécessaires pour avoir une loi générale qui prend en compte aussi bien la lutte anticorruption, mais qui prend aussi en compte l'enrichissement illicite, qui prend en chose les autres infractions et délits connexes, pour avoir une harmonisation, une cohérence dans les interventions de tout ceci, et donc même une harmonisation de l'intervention des différents corps de contrôle, et pourquoi pas une instance qui devrait pouvoir prendre totalement et de façon holistique toutes ces questions-là, et ça nous permettra d'être plus efficace. Et dans cela, bien sûr, il faut aussi prévoir un dispositif, un mécanisme institutionnalisé qui permet à ce que les citoyens puissent participer de façon organisée et sereine à ce travail-là. Je pense que il faut aller vers ça. Et pour y aller, il ne faut pas s'empresser à faire des lois. Il faut mettre toutes les préoccupations ensemble, avoir une loi générale qui définit clairement la politique de l'État du Sénégal contre la gabegie, la corruption, l'enrichissement et les autres faits connexes. Je pense que c'est plutôt cette approche à laquelle moi j'invite véritablement le président de la République et ses collaborateurs. Ça peut se faire rapidement parce que le travail est déjà fait depuis plusieurs années. Plusieurs acteurs, notamment les organisations civiles qui sont très en avance sur ces questions-là, parce qu'elles sont dans le plaidoyer, elles sont au fait de ce qui se passe partout dans le monde sur ces questions-là, elles sont aussi en relation directe avec les populations pour avoir le pouls de ce qu'on peut appeler la demande sociale. La demande sociale. Mais nier aujourd'hui, la redevabilité, ça fait partie effectivement de la demande sociale du fait de ce qui s'est passé dans ce pays-là ces dernières années. D'accord. Merci beaucoup, Eliman Kane, président de l'Ex-Africa. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Alors, Abdelaziz Diop, la redevabilité, c'est vrai, on le dit, j'ai posé la question tout à l'heure à monsieur Kane. Est-ce que cela aussi ne risque pas de faire perdre à l'État beaucoup de temps? 5 ans, ça va vite. C'est pourquoi je l'ai dit à l'entame de mon propos. Moi, je suis tout à fait... En fait, les euphories des grands moments. Toujours, moi, je garde la sérénité en attendant. Parce que, comme vous l'avez dit, en 2012, l'ancien président, c'était des intentions très sincères, mais à l'époque du part avec les lobbies, les groupes de pression exogènes comme endogènes, souvent, tout tombe à l'eau. Et puis, je pense aussi avec le nouveau slogan du nouveau président, Djoub Djoubal Djoubanti. Djoub Djoubal, d'abord, c'est un problème de responsabilité et d'éthique individuelle. Djoubanti, c'est un problème de responsabilité politique. Mais ce n'est pas pour demain. La parole du président, quelle que soit sa pertinence, n'est pas une baguette. Nous avions vécu des slogans, Senghor qui disait en 2000 Dakar sera comme Paris, Abdou Diouf qui disait Dakar, rien ne sera plus comme avant, Abdoulaye Wade travaille, encore travaille, toujours travaille, Macky Sall la partie avant le parti, Diomaye qui vient dire Djoubal. Donc c'est pas pour demain que avec des slogans ou des effets d'annonce qu'on peut transformer la réalité. Il faudrait de la patience, il faut un management des attentes des citoyens, il faut un délai de grâce, mais il faut aussi dire la vérité. Dire la vérité c'est quoi? C'est-à-dire que tous ces rapports aujourd'hui qui étaient en souffrance, faire le travail, mais prendre le temps, comme l'a dit Iliman, il faut aller vraiment dans une mise en cohérence de toutes ces interventions. Avoir même s'il le faut une autorité pour la une autre autorité pour la bonne gouvernance au niveau supra. Parce que toutes ces actions, toutes ces mesures, toutes ces lois, la finalité, quel est l'impact dans la gouvernance de nos ressources publiques? Et c'est ça, in fine, la principale question. Donc attendons de voir toutes ces mesures. Maintenant, pour les lanceurs d'alerte, moi, je me suis dit, il faudrait encadrer, avant d'aller vers une loi, je pense qu'il faut prendre toutes les mesures ou les garanties pour que ça ne soit pas des déballages, parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, les warsahlat, c'est des états d'âme. Quelqu'un peut prendre, par exemple, son téléphone, dire que tel a volé, Barthélémy a volé, alors sans preuve.
Donc il faudrait encadrer pour que ce soit documenté, qu'il y ait des preuves. Et quelqu'un l'a dit, avec cette loi, on risque d'avoir beaucoup de procès en diffamation. Non, en diffamation, et c'est ça. Donc je pense qu'on n'a pas encore... je pense qu'il faut prendre le temps. C'est sûr qu'il y a du travail, du chemin reste à faire. Nous avons vécu 64 ans d'indépendance. Nous sommes toujours restés un pays pauvre, très endetté. TTT. Ce n'est pas une fatalité. C'est le fruit d'une mauvaise gouvernance et d'autres effets. Je pense qu'il faudrait donc dire aux Sénégalais qu'il nous faut encore du temps. Et c'est un travail qui nécessite une approche holistique, comme l'a dit Liman, mais il faudrait concilier la technostructure et la zérostructure. Le Forum civil l'avait théorisé. La technostructure, c'est les élites qui comprennent les enjeux, mais qui n'ont pas la masse critique pour faire bouger les lignes. La zérostructure, c'est les masses, c'est les populations, à qui vraiment, toutes ces lois, toutes ces mesures sont destinées pour changer leur vécu. Il faudrait vraiment de la patience. Il faudrait vraiment aussi de la sérénité, éviter les déballages, la chasse aux sorcières, prendre des décisions comme ça dans la colère. Des décisions populistes ou des promesses dans la joie. C'est des décisions souvent populistes et puis qui, à l'épreuve, souvent ne produisent pas les grands effets. Donc nous nous attendons de voir. Nous saluons cette bonne dynamique. Nous encourageons, nous allons accompagner, mais nous attendons de voir d'ici 2, 3, 4 ans pour pouvoir évaluer qu'est-ce que ça a donné réellement. Merci. Mais pour l'instant, on reste vraiment sur... quand je ne dis pas sur notre fin, on dit que c'est d'abord des annonces, c'est des intentions. C'est déjà un pas, c'est déjà un pas. Ensuite, Barthélémy Sarr, où je vais terminer. Nous sommes tous des homos sénégalais. Le président de la République, c'est un Sénégalais avec ses tares et ses qualités. Le magistrat, c'est un Sénégalais en toge. L'imam, c'est un Sénégalais en turban. Le militaire ou l'homme de tenue, c'est un Sénégalais en tenue. Abdou Aziz, c'est un Sénégalais. Nous avons tous nos tares et nos qualités. Nous ne sommes pas des messies. Donc, il faudrait qu'on soit d'abord, qu'on se dise que nous sommes imparfaits. Il y a des fautes souvent à dessein et des fautes qui ne sont pas à dessein, mais il faudrait sanctionner à la hauteur des fautes ou des préjudices subis, maintenant tout en respectant la présomption d'innocence, la loi et la dignité des autres personnes. Merci. Maintenant, promouvoir aussi les très bons modèles pour les mettre à la une des journaux, comme quoi au moins au Sénégal, il y a des promos et prévoir un système national d'intégrité. Et il y en a au Sénégal. Il y en a bien sûr. Il y en a bien sûr, Abdoulaziz Diop. Merci Diop Abdoulaziz, ancien membre du bureau exécutif du Forum civil. Merci également à Eliman Khan, le président de l'ex-Africa. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était le midi. Un journal présenté par Barthélémy Ngo, mise en onde Aliouba, réalisation Eladji Ndiogou Diène. Il sera là dans moins de 9 minutes pour le Wolof. Chef d'édition Awamba.